Bonjour Mathieu Mabin, vous êtes de retour à Washington pour nous. Comment expliquer cette Bonjour Julien. activité naissante de Donald Trump sur une partie de l'électorat noir? On l'a très bien vu avec ce reportage de Fanny, électorat traditionnellement démocrate. Oui, un reportage excessivement intéressant, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vraiment une question sociologiquement très intéressante, mais relativement complexe. Et on l'a compris en regardant ce sujet. La communauté afro-américaine fait partie de ce pays depuis 4 siècles. Alors, on ne va pas refaire tout l'historique, mais il y a évidemment quelques grands caps dans le parcours de cette communauté, avec de puissantes accélérations, évidemment, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et plus proche de nous, l'époque Martin Luther King. On parle ici, évidemment, de l'abolition de l'esclavage post-guerre civile, et bien entendu du combat pour les droits civiques. Sur ces fondations, la communauté afro-américaine n'a pas cessé d'évoluer, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, avec un phénomène que les sociologues n'osent pas encore tout à fait appeler l'ultime émancipation. Après l'affranchissement, après la lutte pour l'égalité des droits, on voit poindre, notamment chez les hommes, un mouvement qui vise à s'émanciper d'une certaine forme de tutelle politique. Et c'est vrai qu'au cours des dernières décennies, le Parti démocrate, tout en se posant en défenseur de la communauté afro-américaine, s'est finalement un peu approprié leur voix. En tout cas, c'est un sentiment qui existe dans la communauté. Les hommes que l'on vient d'entendre dans le reportage de Fanny Allard nous disent en substance, et en épousant ce discours purement républicain, que l'affranchissement ultime, c'est de revendiquer d'être un patriote, un conservateur, et de s'extraire d'un discours victimaire qui finalement, selon eux, les enferme dans cette condition de laisser pour compte. Alors, on le voit également très bien dans le reportage, il est encore très difficile aujourd'hui de quantifier cette tendance, mais elle existe, c'est certain, et d'ailleurs, si on en regarde à deux fois, le seul président afro-américain de l'histoire de ce pays ne s'est concrètement jamais accommodé d'une quelconque forme de compassion à son égard. Barack Obama s'est toujours présenté tout simplement comme un homme politique brillant, qui avait quelque chose à apporter à son pays, qui l'a fait, tout en se défendant absolument d'être le président d'une communauté. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça reste beaucoup plus facile pour les hommes qui ont beaucoup plus de temps pour se tourner vers ces questions, puisqu'ils n'ont pas à mener, par exemple, le combat féministe d'émancipation. Un combat qui est un vrai sujet, d'ailleurs, dans la communauté afro-américaine, qui a hérité, il faut le dire, de quelques-uns des travers du patriarcat clairement enseigné par les maîtres d'autrefois. Ce qui participe d'ailleurs à expliquer l'enthousiasme tout relatif, encore une fois, des hommes afro-américains quant à la candidature de Kamala Harris. Il y a un conservatisme afro-américain, un conservatisme religieux qui impose une forme de hiérarchie dans la famille. Or, en devenant présidente, Kamala Harris remettrait en cause ce que beaucoup d'hommes afro-américains considèrent comme une sorte d'équilibre patriarcal. Et c'est pour ça en particulier que la magie opère moins pour Kamala Harris. Vous évoquez tout à l'heure Barack Obama, pardon. Lui, il avait suscité un vrai enthousiasme chez les Afro-Américains. Oui, un enthousiasme que le camp démocrate aurait bien voulu revivre avec la même intensité. On l'a senti de manière très forte à la convention démocrate l'été dernier. On a déjà un peu effleuré le sujet, mais c'est vraiment un point tout à fait essentiel de cette campagne, puisque clairement, les scores prédits par les sondages en ce moment sont tellement serrés qu'elle a à elle toute seule, cette communauté afro-américaine, elle peut faire basculer le scrutin. Même si effectivement le phénomène que l'on vient de décrire ne change rien au fait que la communauté afro-américaine reste très majoritairement démocrate, effectivement, mais disons-le, en faisant en sorte que Kamala Harris soit la candidate de son parti. Joe Biden a clairement exposé son camp à un risque. D'abord, rien n'indique aujourd'hui que toute l'Amérique soit prête à voter pour une femme. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il est à peu près certain que son afro-américanité n'est pas totalement un atout pour tout le monde. Joe Biden ne s'en est jamais caché. Dès qu'il a choisi Kamala Harris comme vice-présidente, il a annoncé vouloir léguer, en quelque sorte, une femme afro-américaine à l'Amérique. C'est en tout cas la perception qu'en ont eu bon nombre de républicains et même quelques démocrates silencieux. Et là, on pense tout simplement à ces figures politiques du parti
qui auraient pu faire d'excellents candidats à l'investiture, mais qui s'en sont tout simplement fait confisquer l'occasion. Mais je terminerai sur un point positif. La communauté afro-américaine ici affiche le taux d'abstention le plus élevé. C'est d'ailleurs l'un des combats de Barack Obama. C'est la raison de son engagement dans cette campagne. La candidature de Kamala Harris va certainement atténuer ce phénomène. Et on commence d'ailleurs à le voir avec le vote anticipé en Géorgie que vous évoquiez un peu plus tôt. Eh ben, tout cela est passionnant. Merci.